je suis Nathalie, créatrice du blog nathalie-fossa.com, dédiée à la parentalité et créatrice de la formation Bien grandir 0-3 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le docteur Laurent Vinikoff. Bonjour. Neurochirurgien qui est aussi exercé en neuropédiatrie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important en termes de prévention qui concerne la chute des bébés et des jeunes enfants. Je me suis amusée à faire une petite recherche au niveau des statistiques. Il se trouve qu'en fait, les chutes, c'est la première cause d'accident chez les enfants de 0 à 6 ans. Chez le nourrisson, les causes de chute sont souvent liées au fait que les parents vont faire plusieurs choses à la fois au lieu de faire les choses les unes après les autres et du coup, on risque d'avoir une chute. On pense notamment à la chute de la table allongée qui représente un tiers des cas, en tout cas de chute. Je ne sais pas après pour les conséquences, mais en tout cas dans les statistiques des chutes. Et la première cause d'hospitalisation chez les jeunes enfants, c'est la chute de la chaise haute. Donc par rapport à ces chutes, jusqu'à quel âge ça peut être vraiment grave et surtout quelles sont les conséquences par rapport à ces chutes? Enfin, j'imagine un petit nourrisson qui tombe de sa table allongée ou même d'un enfant de 1 an qui se met debout dans sa chaise et qui tombe. Il peut y avoir des conséquences graves. Ouais, ça peut être grave à n'importe quel âge, même à l'âge adulte. On peut avoir des très mauvaises surprises. Mais je vais pas sortir de ma chaise haute par contre quand même. Oui, mais... J'espère. Mais si tu lèves de ta table en titubant après un verre de whisky, ça peut également avoir des conséquences très graves. Donc non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... À n'importe quel âge, on peut avoir des conséquences extrêmement graves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une chute, souvent, et ça c'est un rapport de traumatologie et pédiatrie, c'est le crâne qui prend le plus, et pour une raison anatomique, on va dire, parce que le crâne est proportionnellement plus lourd et plus gros que le reste du corps. Je crois que ça représente entre 20... Je vais peut-être dire une bêtise, mais à peu près 20% du poids du corps. Et chez le bébé, du coup. Si vous basculez, si le bébé bascule, c'est la tête qui va partir, qui va prendre en général. Et en plus, comme il a moins de tonus en fonction de l'âge, on en a parlé tout à l'heure, s'il n'a pas de tonus vraiment axial, il a moins de protection, de capacité de se protéger. Donc, souvent, c'est la tête qui prend. Après, les conséquences, ça peut être une chute bénigne. On va distinguer deux choses. On va distinguer des traumatismes crâniens bénins, des traumatismes crâniens graves. D'ailleurs, avant de parler de ce sujet, il serait intéressant de savoir justement à quel moment le parent doit s'inquiéter. Bon, malheureusement, l'enfant est tombé même de la table allongée. Bon, l'action s'est passée, on aura beau culpabiliser et se dire j'aurais pas dû faire ci ou ça. Bon, c'est arrivé. L'accident est là. Quelle est la conduite à tenir pour le parent? Alors donc c'est pour ça que je distinguais ces deux types de traumatismes crâniens. Comment on définit le traumatisme crânien bénin? C'est un enfant qui a un traumatisme crânien, alors il tombe de sa table allongée ou de la chaise haute, la chaise haute, voilà. Et ça se distingue par le fait qu'il n'a pas de perte de connaissance. Il y a un trauma, d'accord. Il n'a pas de perte de connaissance, l'enfant est choqué, il pleure, on observe que les pleurs vont vite s'estomper lorsqu'on rassure l'enfant, et donc là on va conclure, a priori, qu'il s'agit d'un traumatisme crânien bénin. Néanmoins, on va quand même demander aux parents de surveiller l'enfant pendant au moins une douzaine d'heures. Oui, donc si 10 minutes, 15 minutes après, l'enfant est calmé, arrêté de pleurer, bon, a priori, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, on peut le surveiller, mais il faut quand même le surveiller. D'accord. Et on préconise une douzaine d'heures. Pourquoi? Parce que c'est au terme de ce laps de temps que si par exemple il y a une fracture du crâne avec une rupture veineuse, eh bien c'est le temps que met l'hématome à se collecter. Bon, c'est un peu arbitraire comme ça, mais voilà, 12 heures. Si c'est le matin, c'est 12 heures, voilà. Et si c'est la nuit, eh bien il faut aller réveiller l'enfant régulièrement pour voir s'il est réactif ou pas. Ça, c'est le trauma. En gros, s'il se comporte normalement, quoi. Exactement. S'il n'a pas de... Voilà. Donc ça, c'est ce qui définit, on va dire, le trauma crânien bénin. Après, il y a le trauma crânien grave. Donc, il se conclut par une perte de connaissance, avec possiblement une crise comiciale, une crise d'épilepsie, on va dire. Et ça se matérialise comment, cette crise d'épilepsie? L'enfant se met à convulser, il se met à faire comme ça, à se raidir, à faire pipi, machin, et il est complètement raidi, il peut se mordre la langue, s'il a des dents à cette époque-là. Tout dépend de l'âge, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle une crise généralisée, et ça, il faut absolument l'emmener à l'hôpital. C'est une urgence, là? Ouais, c'est une urgence vitale? Non, parce qu'en fait, alors, tout dépend de la cause de la crise, s'il y a un hématome ou pas. La crise en elle-même, une fois qu'elle est passée, en général, ça va.
Mais si elle est symptomatique d'un hématome, bah, tout dépend de l'importance de la lésion. Si c'est un hématome ou une contusion cérébrale. Oui, et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà, mais ça nécessite, comme je disais, de faire un bilan, de l'hospitaliser, de faire un bilan. Ou alors l'enfant change de comportement. Il est moins joyeux, il est apathique, somnolent. Bah, c'est sûr que là, c'est un facteur d'inquiétude et il faut absolument l'emmener dans un centre spécialisé. Et à ce moment-là, il y a toute une batterie, des examens qui vont être faits. C'est surtout le scanner cérébral, hein, c'est l'examen clé. On fait plus de radio du crâne parce que ça irradie beaucoup. Et puis finalement, à la fin, on demandera toujours un scanner. Donc c'est pas la peine de l'irradier. Oui, parce que le cerveau, a priori, ce n'est pas un os. Exactement. Et même l'os qui le sépare de l'extérieur est extrêmement fin. On peut même le découper avec une paire de ciseaux tellement c'est fin. D'accord. En tout cas chez le nourrisson. Oui, d'accord. Ouais. Et donc on fait donc le scanner, c'est l'examen clé. Qui va donner beaucoup d'enseignements. Il va déjà nous dire si le crâne est fracturé ou pas. D'accord. Et on verra, il y a plusieurs types de fractures. Il va nous renseigner sur l'état de l'encéphale, du parenchyme cérébral. Est-ce qu'il y a des contusions? Alors le scanner, il ne les voit pas très bien, mais on peut un peu les distinguer quand même. Mais surtout, est-ce qu'il y a un saignement autour du cerveau, constitutif qui pourrait constituer par exemple un hématome comme une poche de sang en fait. Comme une poche de sang, donc un hématome qu'on appelle nous dans le jargon extradural, donc qui pousse le cerveau, qui décolle la méninge, ou un hématome sous-dural qui est sous la méninge, mais qui va appuyer sur le cerveau de manière beaucoup plus globale. Qui est dans le cerveau presque en fait. Non, qui est sur le cerveau. D'accord. On doit le distinguer de l'hématome intracérébral, ça c'est une autre chose. On voit plutôt les contusions cérébrales, enfin les plaies dans les plaies ouvertes. D'accord. Avec un objet contendant. Ah, d'accord. D'accord. Oui. On peut avoir des contusions, donc c'est un bleu. En fait, c'est comme si on tapait, ça fait comme un bleu. Et ça se voit pas tout de suite sur le scanner parce que c'est pas l'examen de choix pour voir ce genre de choses. Plutôt une IRM. Mais d'abord, le scanner nous permet déjà de débrouiller l'affaire, de voir s'il y a un saignement ou pas. D'accord. Et donc, dans les fractures du crâne, alors il faut pas non plus s'inquiéter. Ok, une fracture du crâne, ça impressionne toujours tout le monde. Mais en général, les fractures du crâne, déjà, elles ne s'opèrent pas. Sauf si elles sont ouvertes. Les fractures ouvertes, c'est-à-dire que quand il y a une plaie en regard du trait de fracture, c'est une fracture ouverte et il faut la traiter. Oui, c'est comme si le cerveau était à l'air en fait. Pas vraiment. Presque. Alors là, ça s'appelle des plaies crânio-encéphaliques, c'est autre chose. D'accord. Ça, c'est la résultante de traumatismes extrêmement violents, où effectivement on a une ouverture cutanée, une perte de substance de la peau, on a un fracas au niveau de la voûte du crâne, plus ou moins important. Ça serait un très très gros choc dans ce cas-là. C'est un gros choc. J'en ai déjà traité, notamment un jeune enfant qui avait 12 ou 13 ans, un supporter de Marseille, s'était pris à Paris, J'étais chirurgien à la Riboisière et il s'était pris de la part d'un supporter adverse, je ne nommerai pas, il s'est pris une chaise, quelqu'un avait démonté une chaise, il avait balancé la chaise, il s'est pris ça sur la figure, et donc il a eu une fracture ouverte avec une embarrure. Une embarrure, c'est quand l'os est cassé et rentre à l'intérieur du crâne. D'accord. Donc ça appuie sur le cerveau. Donc le jeune homme. C'est plutôt avec un objet, donc un enfant qui tombe, voilà. Même d'une table, on aurait peu de chance que ça arrive. C'est quelque chose de contendant. D'accord. Alors là, il peut avoir ça. Mais c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. D'accord. Voilà, donc on peut avoir des fractures ouvertes, fermées, des embarrures, donc le crâne qui s'enfonce, comme quand on prend une balle de ping-pong, on appuie dessus, c'est exactement la même chose. D'accord. Et pour traiter, il faut faire l'inverse, il faut mettre une spatule pour redresser la voûte qui appuie sur le cerveau. Donc dans ce cas-là, on va l'opérer. Dans ce cas-là, on va l'opérer. Sinon, on n'opère pas, ça va se réparer tout seul? Les fractures fermées se réparent toutes seules. D'accord, voilà. Oui, puisque l'os en fait pousse et est malléable et va continuer à bouger avec la croissance. Il va cicatriser dans quelques semaines, il va cicatriser, il va devenir fibreux, puis au bout de 3 mois, c'est terminé. D'accord. Et quelles seraient les séquelles possibles liées à une chute? Enfin, est-ce que même s'il y a eu un traumatisme important, est-ce qu'avec les traitements que l'enfant va recevoir, on va pouvoir le sortir d'affaire sans séquelles? Ou est-ce qu'il peut y en avoir? Est-ce que c'est fréquent? Oui, il peut y avoir des séquelles. Alors tout d'abord, tout dépend de la complication qu'on observe. S'il y a un hématome qui appuie sur le cerveau, avec des signes cliniques, donc des signes de coma ou de paralysie, cet enfant doit être opéré en urgence. Pour les hématomes, on va dire extraduraux, ceux qui décollent la méninge, le pronostic est très bon, à condition toujours d'intervenir dans un délai raisonnable, parce que l'aggravation peut être très rapide et peut aboutir à la mort, au décès.
Et donc, bon, ce type d'hématome a plutôt un bon pronostic. Celui qui a le moins bon pronostic, c'est celui qui est sous la méninge, donc qui est entre le cerveau et la méninge, qu'on appelle l'hématome sous-dural. Celui-là, il est plus compliqué à opérer, à traiter, et il donne plus lieu à des séquelles. Alors, quelles sont-elles? C'est surtout l'épilepsie. D'accord. Donc, soit des crises généralisées, comme j'ai décrit tout à l'heure, ou partielles, c'est-à-dire que l'enfant a une absence, ou il bouge une main, ou enfin c'est assez particulier, on va dire, ce qu'on appelle des crises partielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de connaissance, comme dans les crises généralisées. On peut également avoir des troubles mnésiques, donc de la mémoire, des troubles du développement psychomoteur. Donc ça va être compliqué pour les apprentissages. Alors l'apprentissage va être fortement perturbé, on peut avoir des troubles du langage. Après, tout dépend de l'importance de la lésion et de quand date la prise en charge. Est-ce que la prise en charge était précoce ou pas? Donc le maître mot de tout ça, c'est prise en charge rapide, précoce, dans un centre spécialisé pour pouvoir traiter des lésions qui sont la conséquence d'une chute, donc d'un traumatisme crânien. Bah, encore une fois, je mettrai le focus sur l'importance de la capacité d'observation des parents par rapport à leur enfant, en fait. Hein. Bah là aussi, il faut faire confiance aux parents. Les parents, quand ils vous amènent l'enfant, alors des fois, c'est le week-end, on est de garde, on a travaillé toute la journée, on est vraiment tranquille, et les parents nous amènent un enfant qui est tombé, encore un enfant qui est tombé. Bon, 9 fois sur 10, il n'y a pas de conséquences, hein, il n'y a pas de lésions cérébrales, de choses comme ça à traiter. Mais bon, souvent quand les parents insistent, je dis 9 fois sur 10 on trouve quelque chose. Soit une fracture, bon, si elle n'est pas ouverte et s'il n'y a pas d'hématome sous la fracture, il n'y a pas lieu d'intervenir. Par contre, il faut surveiller l'enfant 24 heures dans un service. Ou alors, si l'enfant n'est pas trop loin, à proximité, on peut c'est ce qu'on faisait à l'hôpital de Clocheville-la-Tour, on peut référer l'enfant chez lui et demander aux parents de le surveiller. Ou alors, c'est nous qui le faisons pendant 24 heures. Voilà, et ça, c'est la plupart des observations qu'on a pu faire aux urgences. Dans certains cas, dans de rares cas, on peut effectivement avoir des complications extrêmement sérieuses et qui nécessitent un traitement en urgence. Il y a également un côté un peu, je dirais, vicieux des traumatismes crâniens, parce qu'on peut avoir des lésions différées dans le temps. D'accord. Notamment, je reviens toujours à ces hématomes sous-durales, il y a deux types, il y a les aigus, donc c'est celui dont j'ai parlé, il y a du sang tout de suite, un caillot, ou alors il peut y avoir un hématome chronique, c'est-à-dire que c'est un petit peu saigné, et puis ce saignement va se chroniciser, ça va saigner, et puis ça va se résorber un peu, mais il va y avoir une accumulation de sérum, de caillots, qui fait que ça va augmenter la pression dans le crâne, et on va récupérer l'enfant quelques semaines après. 15 jours, 3 semaines, avec une tête qui a augmenté de volume. Ah, donc ça serait le signe. Oui, si sur le moment, bon, on a l'impression que finalement on a eu de la chance et qu'il n'y a pas eu de conséquences graves, mais que quelques semaines après, on voit que la tête commence à grossir d'une manière assez étrange dans le sens importante, mais ça je pense qu'on peut le voir aussi avec les rendez-vous réguliers de son pédiatre. Voilà, exactement. Si jamais on était passé à côté au moment où il y a eu la chute et... Ce type d'hématome, en général, il est précédé de sous-fusion sanguine au scanner. On voit qu'il y a un peu de sang, donc on va dire, bon, on va le recontrôler, forcément. Et on demande aux parents de le ramener si jamais il y a un souci. Mais en général, avant d'arriver au stade de l'hématome chronique, on a déjà fait... nous, le diagnostic d'hématome aigu, mais qui est tellement fin qu'il n'est pas opéré, il est juste à observer, à surveiller. Mais il faut savoir qu'on peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme. D'accord. Également, imaginons un traumatisme grave, on peut également avoir une hémorragie. Alors j'ai cité celui qui décolle la méninge, j'ai cité celui qui est sous la méninge, et il y en a encore un autre qui est sous la méninge qui nourrit le cerveau, qu'on appelle la pymère, et donc ça peut donner une hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie méningée. Donc c'est du sang qui se situe entre l'arachnoïde, ça c'est une membrane translucide, sous laquelle il y a de l'eau, et juste en dessous il y a le cerveau, donc on peut avoir du sang dans cette zone-là, qui donne une hémorragie méningée, et s'il est très importante, on peut avoir des troubles de résorption du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire que ça va boucher les pompes les stations de pompage de l'eau, hein, parce que le cerveau fabrique de l'eau, ça circule dans le cerveau, autour du cerveau, et le cerveau absorbe cette eau, donc il y a un circuit fermé. Si les stations de pompage sont bouchées parce qu'il y a du sang, des caillots qui viennent se mettre dedans, ça va feutrer un peu ces espaces-là, et ben le liquide va continuer à être sécrété, mais comme il ne pourra pas être absorbé, et donc il va s'accumuler au fur et à mesure et donner ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Donc on aura une pression trop importante dans le crâne. Il va falloir intervenir, mettre une dérivation par contre. D'accord. Oui, ce fameux petit tuyau qui permet d'évacuer de dériver le liquide. Ce liquide. Voilà.
D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus Oui, c'est surtout la prévention, parce que c'est mieux de ne pas arriver à l'hôpital. Oui, c'est certain. Donc, pour éviter ça, il faut absolument développer la prévention. Alors la prévention, tu l'as dit au début, c'est que quand on a un enfant sur une table à manger, il y a danger. Il y a danger. Et donc, quand on change la couche, il faut mettre une main sur le gamin quand on prend des couches, des serviettes pour nettoyer l'enfant. Également, quand on a un appel téléphonique, éviter d'y répondre. Ou si c'est vraiment impératif, soit tenir l'enfant et téléphoner, en tout cas, ou le prendre avec soi, en sachant que téléphoner avec un enfant dans les bras, c'est pas très bon à cause des ondes électromagnétiques qui sont également, à notre avis, la cause de lésions cérébrales, de tumeurs. Et donc également prendre l'enfant avec soi quand on doit ouvrir la porte en urgence ou je sais pas quoi. En tout cas, ne jamais quitter l'enfant des yeux, ne jamais laisser seul. S'il n'est pas au sol en sécurité. S'il n'est pas au sol, etc. Ou en tout cas, voilà. Voilà. Si vous tournez les talons pour faire un autre truc, vous avez de fortes malchances, si je puis dire, d'avoir l'accident. C'est là que vous allez exposer l'enfant à l'accident, et donc la majeure partie des accidents sont évitables en respectant ces consignes simples. D'accord. Oui, surtout quand le bébé commence à surtout quand le bébé commence à se retourner tout seul vers 4-5 mois, du coup là sur la table à langer, c'est sûr il est capable de se donner un petit coup sec à un moment où on s'y attend pas et de tomber. Ou si on est en train de faire autre chose, par exemple quand on sort le bébé du bain et puis qu'on a envie, on le tient et puis en même temps on voudrait rincer la baignoire, tant pis, on rincera la baignoire après. On va déjà finir de s'occuper du bébé. Mention spéciale pour les enfants qu'entre 12-18 mois, voire un peu plus, il y a il y a un risque de défenestration involontaire, bien sûr. Ils vont sur le balcon dans un appartement. On en a récupéré quelques-uns aux urgences de Necker Enfants Malades à Paris qui avaient chuté de 2-3 étages. Du balcon, oui. Ou des fenêtres peut-être. Oui, c'est ça. Donc c'est mention spéciale pour les fenêtres. Alors c'est vrai, on peut pas tout surveiller, mais attention, c'est quand même un accident qui est assez relativement fréquent quand même. D'accord. Oui, faut simplement que la fenêtre soit fermée si l'enfant est dans cette pièce. Le balcon, tout ça, oui. Mais ça, c'est comme tous les accidents, c'est bête. Il a échappé à l'attention de ses parents, il est sur le balcon, il passe entre les barres du balcon et boum. D'accord. Mais là, par contre, on a un polytraumatisme. Il n'y a pas seulement que le crâne, il y a tout le reste. On peut avoir des fractures multiples ou autres. Ce qui aggrave encore le pronostic. Oui. Et puis il y a aussi les chutes dans l'escalier, notamment je pense avec les fameux trotteurs ou les youpala, ça dépend comment on veut les appeler, où l'enfant va se balader avec ce truc et puis il va glisser dans l'escalier et puis là il va atterrir jusqu'en bas. Qui d'ailleurs en fait ces outils, si je puis dire, de puériculture sont vraiment en plus à proscrire par rapport au développement moteur de l'enfant, qui vont pas du tout lui apprendre d'ailleurs à marcher, mais qui risquent de perturber son développement psychomoteur, son équilibre. Donc le youpala et le trotteur ne sont pas du tout nécessaires à l'apprentissage de la marche, bien au contraire, donc évitons de les faire rentrer dans nos maisons. Je confirme. D'accord. Tu as eu l'occasion de... Oui, on a déjà eu l'occasion d'étudier cette question en pédiatrie, en effet. Ouais. D'accord. Ouais, mais les pédiatres étaient vraiment pas très favorables, et c'est vrai, ils avaient fait une petite étude très locale avec un groupe témoin, si je puis dire, sans youpala, et ils avaient remarqué une différence en termes d'accidentologie, mais également de développement psychomoteur. D'accord. Donc c'était intéressant de le noter. Très bien. Merci pour ce petit bonus. Vous pouvez en savoir plus sur la parentalité via mon blog nathalie-fossa.com. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.